comme lieu d'exploration, aux océans comme force régulatrice du climat mondial. Nous passons du fond de la mer à l'ensemble du système Terre, des épaves, des flux, des sédiments, aux grands équilibres climatique. Nous avons le plaisir d'accueillir Alain Oustalou, professeur émérite à l'Université de Bordeaux, spécialiste des modèles dynamiques complexes appliqués notamment à l'évolution du CO2 dans l'atmosphère et du niveau moyen des océans. Merci. Merci à tous, merci de rester là, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Rapidement, j'aime les mots, j'aime les phrases, j'aime les idées, et notamment les idées en rupture avec l'existant. Pour répondre plutôt à une volonté de l'Académie des sciences au service de l'action, eh bien, cette conférence est intitulée du modèle FM en propagation virale à des prédictions du CO2 dans l'atmosphère et du niveau moyen des océans. Alors, et pour un titre plus accrocheur ou journalistique, pourquoi pas celui de la une du Sud-Ouest Week-end du 24 mai 2025, qui m'avait dédié trois pages, eh bien, Alain Oustalou a trouvé la formule pour prédire le futur. Alors, c'est un peu imprécis, mais c'est pas faux. Hein, voilà. Mais pas tous les futurs, bien sûr. Voilà. Alors, un credo devenu un objectif, traiter la complexité par la simplicité et rien d'autre. Pour répondre à notre credo, l'idée est de considérer la complexité dans sa globalité, en présumant que la simplicité ne peut se révéler que dans une vision globale de la complexité, une idée qui aide d'ailleurs à l'unification de bon nombre de phénomènes complexes, puisque j'arrive à unifier les phénomènes de diffusion physique et de propagation virale en épidémiologie. Et quand la simplicité atteint son paroxysme, une cessation alors de circonstances, eh bien, la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Antoine de Saint-Exupéry. Je trouve ça extraordinaire. Parce que vous pouvez n'avoir plus rien à ajouter. Vous empilez, c'est à la mode, et vous avez construit une usine à gaz, c'est vrai, à la fin, il n'y a plus rien à ajouter, c'est sûr. Mais vous pouvez en retirer des choses, c'est ça. Alors, reconnu comme fait marquant en 2021 du CNRS, le modèle FM, un nouveau modèle initialement conçu pour une propagation virale. En fait, une conception fondée sur l'idée de la diversité qui, associant multiplicité et différence, est à l'origine d'un comportement non entier en rupture avec l'existant et une conclusion de circonstances qui ne mange pas de pain et qui ne porte pas à conséquence. Eh bien, diversité, c'est ma devise, Jean de La Fontaine. Des contaminations des dynamiques internes. Dans le cas d'une propagation virale où les contaminations se produisent en temps différent et en nombre différent, une analyse phénoménologique des effets d'une dispersion conjointe des temps et des nombres de contaminations permet de déceler une dispersion de dynamique convexe si l'épidémie progresse, c'est-à-dire qu'on croît de plus en plus, concave si l'épidémie régresse, c'est-à-dire que ça croît de moins en moins. Il y a donc amélioration. Dynamiques dites internes, puisque chacune d'elles n'est qu'une composante de la dynamique globale d'une épidémie. En fait, une multitude de dynamiques internes différentes exprimant bien la multiplicité et la différence qu'associe la diversité, puisque diversité, il y a. C'est la diversité qui est à l'origine de tous ces phénomènes. Sur la dispersion des dynamiques internes, l'explication de cette dispersion est fondée sur les deux cas suivants. Alors là, il faut être attentif, c'est là que tout se joue. Si les contaminations sont éloignées en temps et faibles en nombre, eh bien, elles vont générer des dynamiques lentes, telles que celles se produisant dans les campagnes très désertifiées. Maintenant, le cas opposé, si les contaminations sont proches en temps et élevées en nombre, eh bien, elles vont générer des dynamiques rapides, telles que celles se produisant dans les villes très densifiées. Voilà, donc ça, campagne très désertifiée, ville très densifiée. Non, c'est travaillé. Hein. Voilà. Entre ces deux cas, et je dirais ces deux cas extrêmes, toutes les combinaisons possibles en temps et en nombre génèrent des dynamiques de rapidité intermédiaire.
des dynamiques plus ou moins lentes, des dynamiques de rapidité moyenne et des dynamiques plus ou moins rapides. Bon, voilà, on a mis ça en évidence. Des dynamiques internes ont un comportement global en TM, correspondant à des rapidités distribuées régulièrement. Toutes ces dynamiques internes ne sont pas sans évoquer la distribution régulière de dynamiques apériodiques. Apériodique, c'est par rapport, c'est le contraire d'oscillatoire. Concave ou convexe, ou Stalou 95, qui s'avère à l'origine d'une dynamique globale en loi de puissance que définit à un facteur près, et retenez bien ça, la loi de puissance Tm où M est une puissance non entière. En fait, un résultat majeur issu de 20 ans de recherche entre 75 et 95, mais dont la démonstration n'a pas sa place dans ce type de présentation, prendrait plus de temps à la démonstration. Voilà. Mais regardez, ça remonte bien à 95. C'est pas d'hier quand même, ça. Autant vérifier maintenant que TM comporte bien des dynamiques internes, fondées sur une décomposition en éléments simples. Eh bien, la décomposition de TM révèle en effet, pour M compris entre 0 et 1, un nombre illimité de dynamiques internes concaves, dont la somme également concave confirme la concavité de TM. Pour M supérieur à 1, un nombre illimité de dynamiques convexes, dont la somme également convexe confirme alors la convexité de TM. Et ça, c'est important maintenant. À noter que ce nombre illimité de dynamiques internes de rapidité différentes traduit le caractère singulier de TM inhérent à une complexité interne que masque l'apparence trompeuse d'une simplicité globale. Et là, je dirais, pédagogiquement, et pour marquer les esprits, je m'amuse à dire que TM est habité et qu'il y a du monde. Généralement, les élèves perçoivent là, quelque chose. Il y a du monde dans TM. Parce que là, je vous présente un modèle qui est très très simple, mais on pourrait se dire, mais comment un modèle aussi simple, il fonctionne aussi bien? Mais pourquoi il fonctionne aussi bien? C'est parce qu'il est complexe, mais ça ne se voit pas, c'est en interne. Ça qui est beau. Alors sur l'intérêt à la fois sur la loi de puissance TM en épidémiologie, eh bien dans ce domaine et pour M positive, la loi de puissance TM apparaît comme un outil de modélisation à la hauteur de sa puissance, puisque cette puissance est quand même un paramètre de haut niveau. Il est vrai que la puissance M détermine à elle seule la courbure des phases d'une épidémie, même une courbure nulle, alors à savoir une convexité ici pour M supérieur à 1 correspondant à une progression de l'épidémie qui croît de plus en plus, une droite pour M égale 1 correspondant à une stabilisation de l'épidémie, une concavité pour M inférieur à 1 correspondant à une régression de l'épidémie qui progresse effectivement de moins en moins, alors qu'ici, quand il y a une stabilisation, eh bien, il y a une croissance uniforme. C'est-à-dire que tous les jours, les contaminés sont les mêmes, c'est parce que vous sommez des mêmes quantités, c'est le problème des marches d'escalier, vous constituez une droite. C'est aussi simple que ça. M est ainsi, selon sa valeur, un indicateur simple d'une aggravation, d'une stabilisation ou d'une amélioration de l'épidémie. Le modèle FM, pour passer de la loi de puissance TM à un modèle complet, cette loi doit être complétée par deux constantes. Eh bien, une constante additive grand A, pour prendre en compte l'ensemble des contaminations dont les anciennes recensées antérieurement à l'instant initial T égale 0, puisqu'on commence à compter à T égale 0, mais il y a les anciens avant. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'on essaie de rien, d'oublier personne. Une constante multiplicative B, pour tenir compte de ce que le comportement non entier mis en évidence est défini par TM à un facteur près, c'est ce que j'avais souligné tout à l'heure, et demandé de le retenir. Aussi, le modèle complet, de nature à représenter correctement l'évolution de la totalité des contaminations, se présente sous la forme d'une fonction affine de Tm, soit A plus B Tm. Ce modèle a trois paramètres, A, B et M, où M est un paramètre non entier de haut niveau, est appelé modèle à puissance non entière ou fractionnaire, ou modèle FPM, Fractional Power Model. Bien.
Alors regardez, A plus BTM généralisant A plus BT. Eh bien le modèle FPM A plus BTM s'avère généraliser la régression linéaire A plus BT, et ce en conservant une seule puissance du temps, Tm en l'occurrence, qui a le mérite d'assurer le même comportement en Tm à tout instant, donc durant la phase d'identification où le modèle est calculé, et la phase de prédiction où le modèle prédit, répondant ainsi à une condition essentielle en prédiction. Enfin, au temps court ou au temps long, il se comporte toujours en t à la puissance m, puisqu'il n'y a qu'une seule puissance du temps. Que si vous prenez un modèle polynomial, eh bien, au temps court, ce sont les plus faibles puissances du temps qui vont être dominantes, et au temps long, ce sont les puissances les plus fortes. Donc, vous n'avez plus le même comportement entre l'identification et la prédiction. Ça ne marche pas. Ça marche bien sûr que c'est des petits horizons de prédiction. Mais moi, j'ai actuellement un horizon de prédiction qui est 10 à 20 fois plus important que ce qui se fait à l'heure actuelle avec effectivement ce type de modèle. Alors, consécutive à un changement de façon de penser non anti-obligeant, une telle généralisation qui permet d'ailleurs de courber simplement une droite, n'évoque-t-elle pas une citation d'Albert Einstein selon laquelle, eh bien, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Il faut changer de mode de pensée. Voilà. Quand le modèle devient prédictif, eh bien, le modèle FPM est alors utilisé comme prédicteur, l'idée étant précisément eh bien, d'utiliser les premiers effets d'une contamination ou d'une mesure sanitaire, confinement, vaccination, etc., afin de capturer par le modèle l'évolution inhérente à ces premiers effets pour prédire la suite en prolongeant cette évolution. Tant que l'épidémie et le modèle présentent des évolutions similaires, ce qui suppose pour l'épidémie, des conditions virales et sanitaires, donc une stationnarité, et pour le modèle, d'être le bon modèle, ou un s'en approchant au mieux. Voilà, non, le bon modèle, c'est celui qui a la capacité de capter le mécanisme du phénomène qu'il est censé représenter. Hein, capter le mécanisme du phénomène que le modèle est censé représenter. Prédiction justifiant un confinement durant le Covid-19. Pour justifier le premier confinement du 17 mars au 10 mai, ici, là, 55 jours. Eh bien, par ce qu'il y aurait eu sans confinement, mais le prédicteur est déterminé par identification avec les données du 1 au 16 mars antérieur au confinement, puis exploité en prédiction sur un horizon de prédiction de 55 jours du 17 mars au 10 mai. Le bilan comparatif au 10 mai s'avérant ainsi nettement en faveur du confinement, à savoir, regardez, 139 063 cas confirmés avec confinement, au lieu de 492 274 cas prédits sans confinement. Bon, l'écart parle de lui-même. Prédiction vérifiée en phase de vaccination. Pour prouver la conservation de la validité du modèle en forte hausse de couverture vaccinale, eh bien, le modèle a été calculé avec les données d'une semaine, du 26 avril au 2 mai, puis utilisé comme prédicteur sur un horizon de prédiction de 6 semaines, ce qui est beaucoup pour une contamination. Les épidémiologistes vous le diront, c'est beaucoup 6 semaines, du 3 mai au 13 juin. Eh bien, la prédictivité du modèle est alors démontrée par une faible erreur de prédiction. Le maximum du modèle des erreurs relatives s'avérant le dernier jour valant 1,18%, et la moyenne de ces erreurs est à uniquement de moins 0,23%. Sans compter qu'à la fin de la 5e semaine, et regardez ce que vous avez, le maximum et la moyenne ne valent que 0,54% et 0,09%. Donc au bout des 5 semaines, j'ai 0,54% sur la fin, sur l'erreur. Bien, vu l'étendue inhabituelle de l'horizon de prédiction du modèle, autant chercher la raison. Eh bien, la raison, c'est la forme prédictive du modèle FPM. Pourquoi le modèle FPM est un bon prédicteur? Comme seul le passé peut être utilisé pour prédire le futur, autant chercher à utiliser au mieux le passé. Je dirais que c'est une expression de mon cru qui vaut peut-être citation, mais surtout qui détermine la ligne directrice de cette section. Alors ça, on saute. Parce
parce qu'on n'a pas le temps. Spécificité prédictive du modèle FPM, dont tu parlais. Alors après avoir montré et comparé favorablement les performances prédictives du modèle FPM, l'objectif est d'expliquer pourquoi ce modèle bénéficie intrinsèquement d'une telle capacité de prédiction. L'idée est alors de mettre à l'évidence sa spécificité prédictive, puisque spécificité il y a, à savoir une forme prédictive à mémoire longue, en fait le joyau de notre modèle. Alors c'est donc cette forme-là, selon laquelle toute valeur future ou prédite est une fonction de toutes les valeurs passées, ou plus précisément, une somme pondérée de toutes les valeurs passées. En fait, une véritable expression du futur en fonction du passé. On n'est pas loin de la phrase du journaliste, hein, vous l'avez dit. Donc, sur la forme prédictive du modèle FPM. Une telle forme prédictive est due à la loi de puissance F de t égale Tm, qui possède une forme prédictive considérant toutes les valeurs passées de F de t, soit, selon Stalou 2023, donc vous voyez que ça c'est récent par contre, hein, eh bien, regardez, F de t égale la fonction gamma, gamma de m plus 1 h à la puissance 1, plus somme de k égale 1 à l'infini de ck f de t moins kh. Vous avez, vous voyez, la valeur de la fonction à l'instant t, et puis ici, avec les f de t moins kh, avec ici k égale 1, vous avez le f de t moins h, f de t moins 2h, et vous remontez effectivement le passé ici, avec h positif, et ck tel que défini. Eh bien, donc, une formulation qui, via les t moins kh, révèle une forme prédictive à mémoire longue, dont les coefficients de pondération ck sont conformes à un facteur d'oubli, ce qui effectivement n'est pas sans évoquer une forme subtile de mémoire, et qui se distingue de celle ne considérant qu'une seule valeur passée, excusez-moi, f de t moins h, comme celle des modèles exponentiels et des équations d'ordre différentielles d'ordre 1, usuelles en épidémiologie. Les équations usuelles en épidémiologie, c'est des équations différentielles non linéaires d'ordre 1. Mais ce n'est pas la non-linéarité qui fait remonter le passé, hein, c'est que l'ordre de dérivation. Donc si vous ne jouez pas sur l'ordre de dérivation, vous n'allez pas remonter le passé. Donc, et il faut savoir, si c'est un système d'ordre 1, ben vous ne prenez qu'un seul échantillon du passé. C'est pas beaucoup, hein, ça fait court quand même, hein, pour le passé. C'est mon côté malicieux, ça. Alors, donc, en fait, je dis en fait une façon formelle de passer du local au global dans la prise en compte du passé. Deux cas faisant la différence en prédiction. Dans une représentation graphique des points associés valeurs passées, si la prise en compte de plusieurs points du passé, vous les imaginez, vous voyez, c'est plusieurs points du passé, eh bien, cette prise en compte exprime la considération d'une évolution. Alors que la prise en compte d'un seul point, eh bien, n'exprime que la considération d'un point et point barre. Autant dire une différence essentielle en matière de capacité de prédiction, en fait une différence parlant d'elle-même et résultant de deux formes prédictives bien distinctes, donc en rouge l'une à mémoire longue pour le premier cas, ici, et l'autre à mémoire courte, voire très courte pour le second cas. Et quand le mathématicien offre son écoute, le 13 novembre 2022 à Agen, le fief de Michel Serres, ayant pu présenter à Cédric Villani la forme prédictive de notre modèle qu'il connaissait déjà, lui, depuis, je lui avais donc présenté depuis mai 2021, tout était réuni pour échanger sur le résultat, notamment comparatif, et partager ainsi notre approche de la prise en compte du passé. Et quoi d'autre qu'une photo pour ponctuer cet intermède à Jeunet. C'est lui. Et pour tirer profit d'une telle forme prédictive au-delà de l'épidémiologie, application du modèle FPM à la concentration de CO2 dans l'atmosphère. À travers les émissions de CO2, les changements d'état qui peuvent être associés aux contaminations et vaccinations sont ainsi remplacés par des changements de niveau de CO2 ayant les mêmes effets. En fait, une vision unifiée, qui appelle d'ailleurs une citation, comprendre, c'est avant tout unifier. Albert Camus. Le cas retenu pour représenter et prédire la concentration de CO2. Cette figure représente l'évolution comparative sur 64 ans, de 1959 à 2022,
des concentrations de CO2 enregistrées par l'observatoire d'Hawaï, ici en bleu, ici, voilà, et obtenues avec le modèle FPM en rouge, ben vous voyez la représentation ici en rouge. Et un modèle affine en noir, parce qu'il y a un modèle de régression linéaire, parce que je m'amuse chaque fois effectivement à faire une comparaison avec ce modèle, mais après vous allez voir, on le compare à d'autres modèles. Eh bien, la période sur 30 ans, de 1959 à 1988, est dédiée à l'identification pour calculer le modèle et tester sa représentativité. OK ? Là, vous voyez, je suis dans le passé, là, complètement. Hein. Et puis regardez après, la période sur 34 ans, de 1989 à 2022, est dédiée à la prédiction, pour tester la prédictivité du modèle à travers des prédictions vérifiables puisqu'appartenant au passé, puisqu'on a les données dans ce cas-là. Souvent, on voit beaucoup de publications maintenant où les gens, ils passent directement au futur. Et comment ils ont pu prouver la prédictivité de toute façon, s'ils n'ont pas pris encore, ils n'ont pas fait dans le passé, là où ils ont des données. Bien, alors au-delà de 2022, et là notamment sur 34 ans, ben, je vais prendre évidemment la même durée, mais cette fois de 2023 à 2056, le modèle est exclusivement utilisé comme prédicteur pour obtenir de véritables prédictions, mais invérifiables puisqu'appartenant au futur. Et là, je ne parlerai après que de dispersion des prédictions, mais je ne parle pas d'erreur de prédiction. Des prédictions du passé, l'horizon de prédiction relevant alors du passé, sur les modèles en concurrence, pour vérifier et comparer la prédictivité du modèle FPM dans ce contexte applicatif, nous avons comparé les résultats obtenus en prédiction avec 3 modèles à 3 paramètres. Le modèle FPM A plus BTM, un modèle polynomial A plus BT plus CT2 et un modèle exponentiel A plus B exponentiel CT. Voilà. Sur les conditions d'étude, pour obtenir de tels résultats, nous avons considéré un horizon de prédiction sur 34 ans de 89 à 2022 et des périodes d'identification différentes, mais finissant la même année, en 88, donc 15 ans, 20 ans, 25, 30 ans. Vous voyez ? Eh bien, sur les résultats proprement dit, alors que les erreurs de modélisation obtenues avec les 3 modèles pour les 4 périodes d'identification sont similaires en première analyse, eh bien, les erreurs de prédiction s'avèrent clairement en faveur du modèle FPM, comme montré par la moyenne des valeurs absolues des erreurs relatives en fin de prédiction. 0,65% avec le modèle FPM, vous voyez, je suis inférieur à 1%, 3,35% avec le modèle polynomial et 7,87% avec le modèle exponentiel, exprimant ainsi que le modèle FPM est 5 fois plus précis que le modèle polynomial et 12 fois plus précis que le modèle exponentiel. Et c'est alors des prédictions du futur. Maintenant, l'horizon de prédiction relevant alors du futur, selon sa vocation première quand même. Hein, le but c'est de prédire dans le futur. Eh bien, sur les conditions d'étude, ainsi, non plus pour vérifier la prédictivité, mais pour obtenir de véritables prédictions, nous avons utilisé le modèle FPM puisque le plus prédictif, puis considérer un horizon de prédiction sur 34 ans, mais 2023 à 2056, et des périodes d'identification différentes, reprenant les durées précédentes, en finissant tout en 2022, 15 ans, 20 ans, 25, 30 ans. Voilà. Sur les résultats eux-mêmes, les prédictions ainsi obtenues avec le modèle FPM s'avèrent peu différentes, malgré des périodes d'identification, vous voyez, quand même relativement différentes, puisqu'on arrive à un facteur 2 entre les extrêmes ici, exprimant ainsi une robustesse de la prédiction vis-à-vis de l'identification, robustesse attestée par une faible dispersion, des prédictions obtenues pour l'année 2056, dont les valeurs maximales et minimales 515,70 et 509,36, autour d'une moyenne de 512,93, correspondent à des écarts relatifs se limitant, regardez, à 0,54% et moins 0,70%. Vous vous rendez compte ? Les dispersions inférieures au pourcent. Et une conclusion plus médiatique qui en dit long. Vu la prédiction moyenne obtenue ici pour l'année 2056, le constat est malheureusement le suivant. Un accroissement de la concentration de CO2 qui est sensiblement le même sur les 64 dernières années de 59 à 2022 et sur les 34 prochaines années de 2023 à 2056. S'agissant en effet d'un accroissement convexe d'une centaine de ppm sur chacune de ces périodes, si ce n'est que la période à venir est pratiquement 2 fois plus courte que la période passée. Application de modèle FPM à l'élévation du niveau moyen de la mer. Et vous allez voir que là, on n'a pas les mêmes données, que c'est beaucoup plus pourri en termes de données. Et ça, je reconnais qu'ils ne sont pas aidés quand même, là, les gens qui travaillent sur ces données. Vous allez voir, c'est quand même... Regardez, c'est pareil, hein, qu'a retenu pour représenter et prédire le niveau moyen de la mer. Vous vous souvenez de ce que j'avais sur le CO2 ?
Sur le CO2, c'était très très régulier. Mais comme les contaminations, c'est très régulier. Mais là, oui, ça part d'un sens, ça redescend, ça remonte. Donc l'évolution comparative sur 69 ans de 53 à 2021, donc vous avez vu effectivement ici le réel, le modèle et la régression linéaire. Et je précise là, alors que le marégraphe de Brest est en fonction depuis 1711 et a ainsi généré plus de 300 données annuelles, seules les 69 dernières données sont utilisées ici afin d'éviter les données trop anciennes, moins significatives du réchauffement climatique. Voilà, sur la difficulté du contexte d'étude. En raison des données fortement perturbées et donc peu indicatives d'une tendance, et comme les perturbations n'ont rien d'un bruit blanc qui autoriserait un lissage préalable, eh bien seule une solution s'impose, et puis il n'y en a qu'une, c'est la seule. C'est prendre davantage de données, au-delà d'une cinquantaine pour calculer le modèle. Seulement, si vous en prenez beaucoup de données, vous n'allez peut-être pas avoir un horizon de prédiction qui va être suffisant peut-être. Mais justement, je vais montrer que tel est le cas, justement. Eh bien, ce qui implique une phase d'identification plus étendue, qui pour un jeu de données imposé diminue d'autant la phase de prédiction, qui peut alors s'avérer insuffisante pour une étude acceptable de la prédictivité du modèle, et en l'occurrence, tel est le cas. Bon, ben ouais. Alors, c'est pourquoi nous avons changé notre fusil d'épaule pour les conditions d'étude. Nous avons en effet considéré directement un horizon de prédiction appartenant au futur, voilà, et des périodes d'identification utilisant les dernières données en nombre suffisant, supérieur à 50, et conduisant à des modèles bien sûr différents, mais dont les prédictions sont du même ordre de grandeur. On voit bien qu'il y a une convergence, à savoir 16 périodes d'identification utilisant les 54 dernières données pour la plus courte et les 69 dernières données pour la plus longue. Les 16 modèles correspondants présentant en moyenne une puissance M de 1,74, vous voyez, on a pratiquement 75, et c'est pas 2. Et on voit bien que si on met un modèle polynomial de degré 2, eh bien, il va surestimer. Eh oui, c'est simple. Ce que je dis ici présente en référence, donc inférieure à celle de modèle polynomial de degré 2, qui ne peut alors que surestimer en prédiction. Bien, alors ce tableau, on saute. Sur le résultat proprement dit, malgré toutes ces périodes d'identification, les prédictions obtenues s'avèrent en effet peu différentes, comme montré par leur dispersion autour de leur moyenne. Alors les moyennes en rouge, les dispersions ici en pourcentage en bleu, pour les décennies suivantes. Alors regardez, 36-56 cm avec ses pourcentages pour 2030, 41-35 avec ses pourcentages pour 2040, 46-61 cm avec ses pourcentages pour 2050, 65-08 cm avec ses pourcentages pour 2080 et 79-80 cm avec ses pourcentages pour 2100. Bien. Eh bien, ces résultats étant d'ailleurs compatibles avec les prédictions dont dispose l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, à savoir, eh bien, regardez, ils m'ont proposé, parce que je les ai appelés, ils m'ont proposé donc 2 scénarios. Et là, regardez, ils m'ont proposé un scénario de 46 à 49 cm, un scénario à plus de degrés là, pour 2050, et puis ils m'en avaient proposé 3, je sais pas si c'était pour 1 degré, pour 2 degrés, 3 degrés, etc. Eh bien, moi j'ai regardé à 2 degrés, regardez ce scénario-là, entre 46 et 49, eh bien j'ai 46, 61, je suis entre les deux. Et puis, regardez en 2100, ici entre 70 et 80 cm pour le scénario à plus 3 degrés, ici en 2100, et moi regardez, je suis 79-80, c'est pratiquement, ça fait 80, je suis au milieu, voilà, et je vais directement. Pour ça je dis en fait des scénarios validés par nos prédictions, qui ont le mérite de s'affranchir de toute hypothèse, ici, de température. Voilà, une conclusion qui parle d'elle-même. Vous voyez, j'ai quand même fini bientôt là. Pour le littoral breton et l'Atlantique Nord, si l'élévation du niveau moyen de la mer s'avère en moyenne et selon le OB de l'ordre de 30 mm entre 1890 et 1980, 3 mm entre 1980 et 2004, 4 mm la part envoyée entre 2004 et 2024, eh bien, les résultats prédictifs obtenus ici prévoient une croissance moyenne d'environ 5 mm par an entre 2030 et 2050 et 7 mm par an entre 2080 et 2100. Autant dire, et ça c'est la conclusion de la conclusion,
globalement une accélération climatique que définit le passage de 1,30 mm par an à 7 mm par an sur pratiquement 200 ans, de 1890 à 2100. Et j'ai terminé.